C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons François Hollande, ancien président de la République française. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour votre invitation. Sur le plateau de France 24 et RFI. Donc, après la Guinée, le Mali, le Burkina, le Niger, le Gabon est le 5e pays à être tombé entre les mains des militaires. Comment expliquez-vous cette épidémie de putsch, comme l'a dit Emmanuel Macron? Y a-t-il un dénominateur commun dans cette série? Non, je ne pense pas qu'il y ait une équivalence à établir entre, par exemple, ce qui s'est produit au Niger et ce qui vient d'arriver au Gabon. Dans un cas, c'était un président qui était élu depuis 2 ans dans des conditions qui avaient été reconnues comme acceptables par la communauté internationale. Et dans l'autre, le Gabon, il y avait visiblement une fraude de grande dimension. Mais il y a ce processus. Et je pense que ce qui a manqué de la part de la France, comme de la CEDEAO et comme de la communauté internationale, c'est lorsqu'il s'est produit le premier coup d'État au Mali. Oui, parce qu'il y en a eu un deuxième un an après. Il y en a eu un deuxième. Il y a eu une forme d'inertie. Une forme, finalement, non pas d'adhésion, mais d'acceptation de ce fait établi. Résultat, il y a eu un deuxième coup d'État au Mali, il y en a eu un autre au Tchad. Au Tchad, c'est encore plus grave, puisque lorsque le Déby, le père, est mort dans les conditions que l'on sait, c'est le fils qui lui a succédé, et la France, comme la communauté internationale et la CEDEAO, ont donné le sentiment d'accepter, là encore, cette dévolution du pouvoir. Et puis on a eu ensuite le Burkina, la Guinée et le Niger. Donc il y a là, je pense, une dérive qui s'est produite. Maintenant, oui, alors attendez, parce que pour le premier, je vous coupe, mais sur le premier putsch, puisque le deuxième était un putsch dans le putsch, est-ce que vous considérez que finalement le premier putsch, il aurait fallu soutenir Ibeka, alors que certains pensaient que finalement de parler à militaire serait beaucoup plus pragmatique? Est-ce que la France a fait fausse route et la communauté internationale? Oui, je pense que ce n'est pas la France seule. La France CEDEAO, était là parce qu'elle avait été appelée par les Maliens. J'étais donc moi-même président de la République. Nous n'étions pas venus de notre propre chef. Nous n'étions pas venus parce que nous aurions des intérêts. Nous étions venus parce que nous avions été sollicités, appelés, même avec une alerte qui était prononcée bien plus loin que le Mali. Donc, il fallait que la France, qui avait accompagné un processus, à la fois un processus démocratique au Mali et un processus de discussion avec les accords d'Alger, ne mette pas entre parenthèses, ces exigences. Et quand le président Ibeka a été renversé, même si il y avait beaucoup de critiques qui étaient portées sur le président Ibeka, le fait que les militaires prennent le pouvoir, on a eu l'impression que c'était un soulagement. Non, on ne peut jamais accepter qu'un président qui a été élu soit renversé par qui que soit, d'ailleurs, plutôt par des militaires. François Hollande, est-ce que la position de la France n'est pas, d'une certaine manière, inextricable face au coup d'État en Afrique? Si elle se montre trop interventionniste, on parle immédiatement de France-Afrique. Si elle se contente d'une condamnation de principe, on parle de sa perte d'influence. Comment sortir de ce dilemme? En disant que c'est aux Africains et à eux seuls d'assurer leur propre sécurité et de déterminer leur propre avenir. Que la France, le dire est une chose, et qu'ensuite ça puisse se faire en est une autre. Que la France est prête, et je l'ai montré, j'ai évoqué le Mali, et même ensuite ce qui a eu lieu de faire avec Barkhane, que la France soit prête à répondre à des demandes qui nous sont adressées, oui, mais ce n'est pas à la France d'assurer la sécurité d'un territoire qui dépend d'abord des militaires. Le paradoxe, c'est que ce sont les militaires qui devraient assurer la défense de leur propre territoire, qui renversent les gouvernements civils ou les présidents élus et qui, en définitive, ne luttent pas comme il conviendrait contre les djihadistes. Deuxièmement, c'est à la France de dire qu'elle n'est pas là comme une puissance africaine. Elle n'appartient pas au continent, même s'il y a un passé, et je crois qu'il y a beaucoup à dire sur ce passé. Mais c'est à la CEDEAO, puisque nous sommes dans l'Afrique de l'Ouest, c'est une autre organisation pour l'Afrique centrale, mais c'est à ces organisations-là... C'est une organisation économique, la CEDEAO, avant tout. C'est vrai, mais c'est à ces organisations de savoir
ce qu'il est possible d'accepter et de ne pas accepter. Ce n'est pas à la France de se substituer à ces organisations. Par exemple, pour le Niger, c'est à la CEDEAO de dire s'il y a une médiation possible, s'il y a une intervention militaire, je crois qu'elle est aujourd'hui exclue, mais ce n'est pas à la France de décider à la place des Africains. Alors, en 2000... Quant au fait que nous puissions nous retirer, où est le problème? Quel est le mal? Moi, je suis le président qui a fait intervenir les militaires français au Mali. Mais dans mon programme de 2012, quand je me suis présenté devant les Français, je n'avais pas inscrit, je vais faire procéder à une intervention militaire. Donc, le fait de se retirer ne pose aucune difficulté de principe, ni aucune remise en cause d'une influence quelconque. Alors justement, vous parlez du fait de se retirer. Donc en 2013, vous l'avez rappelé, vous créez l'opération Serval à la demande du Mali pour empêcher les djihadistes de foncer sur Bamako. Ne fallait-il pas partir après avoir reconquis le Nord et de rester dans le fond sur un bon bilan? Est-ce que Barkhane n'a pas été... l'erreur? C'était notre intention, la mienne, que de laisser à d'autres la responsabilité de poursuivre ce que Serval avait pu permettre, c'est-à-dire chasser les djihadistes. Qui pouvait se substituer à la France et aux autorités maliennes? Les forces africaines, ce qu'on a appelé le G5 Sahel. On n'a pas vu les forces africaines arriver massivement à la place des troupes françaises. Excepté l'armée tchadienne qui était... L'armée tchadienne qui a fait ce qu'elle avait à faire. Alors, nous avions beaucoup d'espoir sur la mission des Nations Unies. Moi, mon idée était que la France intervenait, elle repoussait les djihadistes, elle agissait pour mettre hors d'état de nuire les chefs terroristes. Puis ensuite, c'était à la mission des Nations Unies, qui a déployé d'ailleurs des moyens importants. Sauf que, et ça c'est un vrai problème, qui méritera d'être traité, je pense, au niveau de l'ensemble de la communauté internationale. Les missions des Nations Unies sont des missions d'interposition, sont des missions qui accompagnent, ce ne sont pas des missions de combat. On le voit bien d'ailleurs en République démocratique du Congo, on l'a vu en Centrafrique, on le voit au Mali. La preuve, c'est que maintenant, la mission de l'ONU va se retirer du Mali. Et donc, maintenant, ce sont les Maliens eux-mêmes qui vont avoir à faire face à une situation sécuritaire qui est particulièrement préoccupante, puisqu'on sait que Tombouctou, par exemple, au moment où nous parlons, est entouré de forces djihadistes, et que j'ai le souvenir d'avoir été à Tombouctou libérer les populations du joug djihadiste. Ça me coûte de voir qu'aujourd'hui, il y a un risque de retour. Alors justement, à propos de djihadistes, pendant que les Français luttaient contre les mouvements djihadistes au Sahel, d'autres pays, eux, faisaient des affaires. Et aujourd'hui, c'est à la France qu'on demande de partir. C'est la France qui déclenche des mouvements d'hostilité très forts. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'injustice ? Oui, mais il y a sûrement eu aussi une forme d'inconscience de la part de la France, de ne pas avoir vu le rôle des réseaux sociaux, de ne pas avoir compris qu'il pouvait y avoir une propagande très habile d'ailleurs, de la Russie, du groupe Wagner, peut-être même de services chinois ou d'autres puissances, qui diffusaient un certain nombre de messages, laissant penser que la France était intervenue pour capter des richesses, ce qui n'est pas le cas, et ne le sera pas, et oubliant qu'aujourd'hui, le premier investisseur au Niger, au Mali, ce n'est pas la France, c'est la Chine. La Chine qui commence d'ailleurs à s'inquiéter elle-même de ce qui se passe dans ces pays-là, puisqu'elle a besoin de stabilité pour faire ses affaires. Et donc, le fait qu'il y ait des coups d'État, qu'il y ait une insécurité, préoccupe la Chine, qui est la première puissance, peut-être on dira économique, d'autres diraient prédatrice des ressources de l'Afrique. Quant à l'intérêt de Wagner, quant à Wagner, lui, c'est un système qu'on connaît bien, et de ce point de vue-là, ce qui s'est produit avec Prigojine a permis d'éclairer les opinions publiques, pas forcément suffisamment en Afrique, mais je pense que ça va se faire, c'est que ce groupe-là est un groupe mafieux qui, au prétexte de protéger les groupes militaires qui ont pris le pouvoir, ou de lutter contre les djihadistes, prennent les ressources du diamant en Centrafrique ou des ressources minières au Mali. D'ailleurs, la Centrafrique, est-ce que vous ne considérez pas que la France est partie trop tôt ? Alors ça effectivement, ça parce revient que justement, au dilemme Wagner qui était évoqué. Installé alors quand on reste trop longtemps
Mais oui. À la demande d'ailleurs des Africains, on nous dit alors vous êtes une force d'occupation. Ouais, mais... Et quand on part trop tôt, ce qui est peut-être le cas pour la Centrafrique, on dit vous nous lâchez. Donc moi j'avais considéré qu'en Centrafrique il fallait venir dans un premier temps pour éviter un génocide. Il y aurait pu y avoir un génocide en Centrafrique, et ensuite c'était à la mission des Nations Unies de faire son travail. Oui. Alors 6 semaines après le putsch au Niger, la France ne plie toujours pas au nouveau pouvoir qui demande le départ de l'ambassadeur malgré l'ultimatum. La France va-t-elle tenir sa posture, peut-elle tenir encore cette posture inflexible pendant longtemps? Parce qu'il reste quand même 1500 aussi soldats. La France, là aussi, doit attendre ce que va décider la CEDEAO. Si il y a une médiation qui est trouvée, une transition qui est fixée, et à ce moment-là, la France, pour ce qui est de ses présences militaires, n'a pas de raison de rester, parce que cette présence militaire n'a de sens que si elle accompagne une action des militaires nigériens. Si les militaires nigériens ne veulent pas mener le combat contre les djihadistes, les forces françaises sont inutiles. Pour l'ambassade, alors là, c'est un autre problème. Ce sont des relations diplomatiques. Je sais qu'il y a eu au Mali... Mais justement, alors, la position d'Emmanuel Macron, c'est de dire on n'en rappelle pas l'ambassadeur parce que les autorités qui demandent son départ ne sont pas légitimes. Est-ce que c'est pertinent, ça? En tout cas, c'est juridiquement exact. Ensuite, hélas, s'il devait y avoir une poursuite de ce qu'est l'acte qui a produit le coup d'État, l'ambassade doit rester l'ambassade. Les intérêts français doivent être représentés. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse chasser l'ambassadeur. Même si nous ne sommes pas d'accord sur le pouvoir qui est exercé au Niger, l'ambassade doit rester l'ambassade. On va dire quelques mots de l'Ukraine. À propos de votre prédécesseur, Nicolas Sarkozy, des propos sur l'Ukraine qui ont déclenché un véritable tollé. Selon lui, l'Ukraine doit rester un pays neutre qui a pour vocation d'être un pont entre l'Europe et la Russie. Il ne doit ni entrer dans l'OTAN ni dans l'Union européenne. C'est une vision que vous partagez ? Non, je ne la partage pas. D'abord parce que un pays n'est pas condamné par sa géographie. Au prétexte que l'Ukraine est entre la Pologne et la Russie, l'Ukraine ne devrait pas décider souverainement de l'alliance à laquelle elle veut adhérer ou de l'Union européenne à laquelle elle veut également adhérer. Donc il y a là comme un principe que je trouve bien sûr plus que contestable, c'est-à-dire de nier la souveraineté, le droit d'un peuple, en l'occurrence le peuple ukrainien, à disposer de lui-même au prétexte, ce ne serait pas de chance, qu'il est le voisin de la Russie. Par ailleurs, ce pays a été agressé. Il n'a pas été agressé simplement par des forces séparatistes, comme je les avais connues en 2014. Il a été agressé par la Russie, qui ne voulait pas simplement occuper des territoires, qui voulait renverser le pouvoir ukrainien et occuper toute l'Ukraine. Donc il y a là, je pense, une faute de jugement et une mise en cause de ce qu'est le droit fondamental d'un peuple qui aujourd'hui se sacrifie pour son indépendance, sa souveraineté. Est-ce que postuler que l'Ukraine doit recouvrer la totalité de son intégrité territoriale, ça n'est pas nécessairement s'engager dans un conflit interminable? D'abord, il y a un principe qui est celui de l'intangibilité des frontières. Les frontières ont beaucoup bougé dans l'histoire. Oui, elles ont été tracées, elles ont été reconnues au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique. Il y a même eu des garanties qui avaient été données pour le maintien de ces frontières. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de les modifier. Ensuite, la guerre, elle est en cours. Ce que demandent les Ukrainiens, c'est retrouver leur territoire. Ensuite, il y aura, au terme de la guerre, et de ce point de vue, l'aide qu'il faut apporter à l'Ukraine doit être massive. Il faut qu'au terme de la guerre, il y ait une négociation. Un petit mot peut-être de la Chine qui inquiète aujourd'hui. Non, j'avais une autre question, mais c'est pas grave. Allons, mais oui, vous avez raison. Il nous reste 2 minutes, je crois. Très bien. Un petit mot, oui. Le ralentissement de l'économie chinoise préoccupe aujourd'hui un certain nombre de personnes, des analystes, des responsables politiques. Est-ce que pour vous, c'est un facteur, potentiellement un facteur d'instabilité? Oui, un facteur d'instabilité pour l'économie mondiale, parce que la Chine est la deuxième puissance économique du monde, et un facteur interne d'instabilité. Car nous voyons arriver en Chine des phénomènes que nous connaissons bien en France, ou qu'on a connus en Europe, c'est-à-dire une montée du chômage des jeunes, et avec ce que un mécontentement, une colère peuvent éventuellement produire. Par ailleurs, entre la guerre en Ukraine qui crée de l'inflation
et ce qui se passe en Chine qui affaiblit l'économie mondiale, nous avons un risque pour nos pays, et pour la France en particulier, d'avoir et de l'inflation et du chômage. Alors, cette inflation, elle est bien sûr répercutée en France. Alors, il y a des raisons structurelles et il y a des raisons conjoncturelles, vous venez de le dire. Est-ce qu'il est illusoire de faire croire aux Français que, parce qu'on voit que l'inflation ralentit, mais ce qui compte, c'est la vitesse du ralentissement. Et ce n'est pas le cas, ça ralentit, mais pas vite. Est-ce que il est illusoire de croire que les prix vont baisser ? Je pense que le niveau d'inflation, le niveau de hausse des prix qu'on a connu ne va pas rester ce que nous avons... mais l'inflation zéro non plus. L'inflation va rester supérieure à 2 ou 3, 4%. Et à partir de là, peut-être est-ce la conférence salariale qui le permettra, il est nécessaire que les salaires puissent suivre ce qu'est la hausse des prix. Pendant un temps, il n'était pas souhaitable d'avoir une forme d'indexation. Ça ne reste pas d'ailleurs forcément nécessaire aujourd'hui. Mais il faut qu'il y ait une forme de rattrapage. Sinon, il y a une perte de pouvoir d'achat et on voit bien ce que ça peut avoir comme conséquence. C'est assez choquant qu'aujourd'hui, ce soit des entreprises privées, même si je pense qu'elles font un acte de solidarité, mais ce sont des entreprises privées. Vous parlez de Bernard Arnault qui vient de verser 10 millions d'euros au Resto du Cœur. Des personnes qui sont touchées par la pauvreté, par les difficultés de pouvoir se nourrir par les banques alimentaires ou par les restaurants du cœur. Comment vous réagissez justement quand on entend la France insoumise critiquer le fait que Bernard Arnault verse 10 millions d'euros au Resto du Cœur? L'un de ses députés a dit on préférerait qu'il paye plus d'impôts. Bon, ça, c'est une autre question. Bien sûr que la solidarité, ça passe par l'impôt. Mais enfin, les restaurants du cœur se sont toujours financés par des appels aux dons. Des appels aux dons de particuliers qui n'en avaient pas forcément les moyens, mais qui les ont fait, ces dons. Et donc, que les plus favorisés fassent un effort supplémentaire ne me choque pas. Ce qui pourrait me choquer, c'est qu'on reste dans une situation où il y a une progression de la pauvreté sans que les mécanismes de la redistribution sociale puissent être mis en jeu. Les riches que vous n'aimiez pas, sont-ils trop peu généreux en France ? Je pense que ils peuvent avoir des actes, on l'a vu sur Notre-Dame, on le voit encore aujourd'hui pour les restaurants du cœur, ils peuvent avoir des actes qui correspondent à un appel à la solidarité. Mais la vraie solidarité, ça c'est exact, c'est par l'impôt. La bonne façon de reprendre une fortune, même si elle a été bien gagnée, et de la mettre au service du pays, c'est l'impôt. Dernière question, oui ou non, est-ce que vous pourriez mener la liste des européennes pour le Parti socialiste? C'est oui ou non, mais oui ou non. Sinon ça sera coupé. Je ne répondrai pas à cette question. C'est encore plus simple. Merci à tous, au revoir, merci.